Bienvenue dans cette webconférence en ligne. Tout d'abord, je vois que vous êtes très nombreux à y assister, ça fait plaisir. On déduit que c'est un sujet d'actualité qui intéresse pas mal de monde. Euh, donc vous m'avez dit que vous m'entendez bien. Euh, je vous recommande d'être assez concentré, et d'éviter de regarder votre téléphone pour bien écouter la conférence. Ça va durer à peu près 45 minutes, 1 heure. Et après, il y aura un moment pour si vous avez des questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, donc j'espère que ça va vous intéresser. Alors, à qui s'adresse cette conférence? Ça s'adresse aussi bien aux débutants et qui souhaitent investir dans l'immobilier et qui n'ont jamais commencé, mais aussi bien aux personnes un peu plus expérimentées qui ont déjà investi dans l'immobilier ou peut-être notamment acheter leur résidence principale ou qui connaissent, qui ont déjà des notions dans l'immobilier, mais qui n'ont pas réussi forcément à remplacer l'équivalent de leur salaire pour partir à la retraite ou pas réussi à atteindre des revenus complémentaires qu'ils espéraient. Donc ça s'adresse aussi bien à des personnes que vous soyez, que vous pensez que vous n'êtes pas assez riche, pas assez intelligent, ou même que vous pensez que vous n'avez pas assez de réseau, ou même si vous pensez que le marché immobilier actuel est trop cher. Euh, Aussi, notamment si votre entourage vous dit que c'est pas possible, euh, voilà, ça, je vais vous montrer à travers cette conférence que c'est possible, que vous soyez jeune, âgé ou que vous ayez des enfants. En résumé, ça s'adresse à toutes les personnes motivées à la recherche de liberté et de temps qui souhaitent vivre de leur passion. Alors, en gros, ce que je vais expliquer à travers cette webconférence, c'est vous montrer que c'est tout à fait possible de, de, de suivre un autre parcours et pas forcément ce qu'on nous apprend à l'école ou ce qu'on entend dire en tout cas, c'est-à-dire faire des études jusqu'à 25 ans, euh, travailler pendant plus de 40 ans dans un métier qui ne nous plaît pas forcément, ou du moins à la fin peut-être, ou tout ça pour attendre une retraite à 65 ans et plus. Euh, voilà, donc je vais vous montrer que l'investissement immobilier, c'est un bon moyen d'éviter ça, enfin de contourner ça, c'est une autre alternative. D'autant plus qu'on ne sait pas comment ça va évoluer. On l'a vu notamment avec la réforme des retraites récemment. Ça change beaucoup. On voit que le nombre de divorces a explosé. Il y a l'intelligence artificielle qui va perturber le monde du travail, ainsi que les problématiques de réchauffement climatique. Il y a aussi les États surendettés qui pourront pas forcément assurer les retraites, ou du moins pas au niveau qu'on l'espère. Euh, Aussi, d'un point de vue démographique, le vieillissement de la population, forcément. Toutes ces problématiques font que, selon moi, on ne peut pas compter que sur le gouvernement et que il faut se créer sa propre indépendance et sa propre sécurité financière. On voit très bien sur cette courbe de l'économiste Branko Milanovic sur les dernières années que malheureusement l'écart entre les riches et les pauvres s'est énormément accentué. On voit que les richesses de l'élite mondiale, c'est-à-dire en général, on voit que l'élite mondiale, c'est des personnes en général qui ont beaucoup d'investissements et plusieurs sources de revenus, que ce soit dans l'immobilier comme on va le voir ici, mais aussi dans la bourse, dans d'autres fonds d'investissement ou qui ont des revenus de leur entreprise. Alors que les classes moyennes, en général, dépendent que de leur propre salaire, d'une seule source de revenus. Et on voit très bien sur cette courbe que ça s'est assez bien creusé les écarts. Euh, les richesses des plus riches représentent moins de 5% de toutes les richesses des plus pauvres, malheureusement. Du coup, mon but à travers cette conférence, c'est vous faire comprendre
comme je l'ai dit un peu en introduction, qu'il y a d'autres possibilités que d'atteindre la retraite à 65 ans et plus, ou au moins que vous puissiez gagner l'équivalent d'un salaire grâce à l'immobilier et vous constituer un patrimoine assez conséquent qui vous permettra à la fois de vous mettre vous et vos proches, votre entourage, votre famille à l'abri. Et en un mot, faut s'adapter et pas forcément compter que sur le gouvernement. Du coup, je vais essayer de vous montrer le processus à travers ce webinaire, comment vous atteindre votre rêve. Alors, qui suis-je? Donc, je suis diplômé d'un master en gestion de patrimoine et en investissement immobilier. Avant ça, je suis ingénieur en urbanisme. Et du coup, j'ai travaillé pendant plus de 5 ans dans des entreprises spécialisées en investissement immobilier et aussi également en promotion immobilière. Et en fait, j'avais fait le constat que bien qu'on travaille à titre professionnel dans l'immobilier, même mes collègues dans l'entreprise n'investissaient pas forcément à titre personnel dans l'immobilier en parallèle du travail. Alors que selon moi, c'est toujours un excellent moyen de dégager des revenus complémentaires, de se sécuriser, de se mettre à l'abri. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai moi-même, à partir de 2016, investi dans l'immobilier afin de pouvoir quitter mon travail et notamment voyager à travers le monde. Et du coup, j'ai ensuite créé 2 entreprises pour accompagner des investisseurs immobiliers et proposer de nouvelles alternatives. Donc ça, je vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est rapidement pour expliquer en fait que j'ai fait le constat lors de mon tour du monde qu'il y avait pas mal de gens qui voyageaient, mais qui utilisaient toutes leurs économies. Et ensuite, quand ils allaient rentrer à la fin de leur voyage, ils n'avaient plus d'argent et ils étaient obligés de retravailler, etc. Et moi, je voulais pas partir dans cette optique-là. Je voulais vraiment que les dépenses de mon voyage mensuel, elles soient complètement couvertes par mes revenus locatifs des locataires. Et donc voilà, donc je suis revenu de mon tour du monde sans avoir perdu d'argent, entre guillemets, et sans avoir utilisé mes économies. Donc c'est beaucoup plus rassurant en termes de sécurité financière. Donc là, on voit, à travers ce tour du monde, j'ai vraiment pu faire toutes les activités que je voulais, participer aussi à des expériences humanitaires dans des refuges animaliers, à des nettoyages de plastique sur des plages en Philippines, etc. Alors, à votre tour de vous présenter. Comme j'ai dit, je veux vraiment que cette conférence soit le plus interactive possible. Donc, il y a un chat sur le côté. Vous pouvez répondre si vous voulez et me dire notamment ce qui vous pousse à investir et quels sont les obstacles qui vous empêchent de passer à l'action. Alors, ouais. Il y a Brenda qui dit notamment se faire financer en investissement immobilier. Oui, donc je vais en parler dans cette conférence, notamment l'importance du financement immobilier et surtout comment c'est un levier assez puissant le fait que ce soit des locataires qui remboursent le crédit. Alors, Paul qui a déjà 2 appartements mais n'arrive pas à avoir des cash flow positifs. Ouais. Alors, ça, pareil, je vais essayer de montrer des solutions, notamment à travers des exemples. Voilà comment c'est possible d'avoir vraiment des revenus complémentaires après avoir remboursé toutes les charges et le crédit, bien entendu. Donc, vous avez 30, 44 ans. Ok, bon, je vois un peu toutes les questions, je vais essayer de répondre le plus possible précisément. Alors, tout d'abord, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il faut tout dépend du profil, mais qu'il faut établir une bonne stratégie pour se créer sa retraite grâce à l'immobilier. Il n'y a pas besoin d'avoir tant d'actifs que ça, tant de propriétés.
faut juste les bonnes connaissances et trouver les bons investissements rentables qui permettent de faire ça. On voit qu'il y a, d'après une étude, INSEE et Crédit Foncier, il y a moins d'un ménage sur 10 qui est propriétaire d'un bien en location, alors qu'apparemment 7 Français sur 10 veulent investir dans l'immobilier. Donc c'est dommage. Je me dis, qu'est-ce qui empêche les gens de passer à l'action? Certainement la peur de l'échec, de perdre de l'argent ou le manque de connaissances. Alors, d'après moi, la mauvaise façon d'investir dans l'immobilier, c'est notamment commencer par acheter sa résidence principale. Du coup, moi, ce que je vous recommande, c'est plutôt de commencer dans un but locatif. C'est beaucoup plus intéressant, notamment au niveau du calcul du taux de l'endettement pour les banques, parce que si l'investissement est rentable et donc vous dégage des revenus complémentaires, ça vous permettra d'atteindre le taux d'endettement qui est théorique de 33% auprès de la banque beaucoup moins rapidement. Par ailleurs, commencer par sa résidence principale, on perd des avantages, notamment par exemple la taxe foncière. On ne peut pas, à l'inverse d'un investissement locatif, la déduire des charges pour payer moins d'impôts. Aussi, quand on commence à amortir le capital, notamment de sa résidence principale, par exemple, au bout de 10 ans, si on a remboursé 100 000 euros, c'est dommage d'être assis sur ces 100 000 euros, alors que ces 100 000 euros pourraient servir soit à faire de l'apport pour un effet de levier dans un autre investissement encore plus gros, ou soit être placé par exemple sur une assurance vie ou un PEA, un plan épargne action, à des taux de rendement un peu plus intéressants. Donc le but, c'est vraiment de faire travailler l'argent et pas travailler pour l'argent. Ensuite, forcément, il faut bien savoir négocier le prix à l'achat, éviter l'effet coup de cœur. Parce que forcément, si on donne trop d'émotions à un bien, après, on va moins avoir tendance à négocier. Donc, il ne faut pas se faire avoir par rapport à ça. Ensuite, ce que je recommande, évidemment, c'est d'essayer de faire des travaux le plus possible, notamment pour créer de la valeur. Ça va permettre d'améliorer le bien, notamment au niveau des plans, de la décoration, etc. Mais ça va également permettre de pouvoir louer le bien un peu plus cher parce qu'il sera neuf, mais également permettre aussi de payer moins d'impôts parce qu'on va pouvoir déduire tout le montant de ces travaux dans les charges pour payer moins d'impôts. Donc voilà, ça rejoint ce que je viens de dire aussi. Il faut maîtriser la bonne structure juridique, sa fiscalité, notamment par exemple louer en meublé, c'est-à-dire en LMNP, louer en meublé non professionnel plutôt que en nu, parce que ça a beaucoup d'avantages pour payer moins d'impôts. Ensuite, comme je l'ai dit juste avant, il faut essayer d'utiliser l'effet de levier de la banque, c'est-à-dire le crédit, le plus possible. C'est ça notamment la grosse puissance de l'immobilier, contrairement à d'autres placements comme la bourse ou d'autres investissements. C'est qu'en fait, on peut investir dans un bien immobilier sans mettre d'argent, en mettant 0 € d'apport. Ça va être le locataire qui va rembourser le crédit de la banque. Et voilà. Ensuite, il faut essayer forcément de faire attention à bien maîtriser ses charges pour vraiment optimiser le cash flow, c'est-à-dire le flux de trésorerie, enfin l'excédent de trésorerie qu'on va faire, c'est-à-dire les bénéfices qu'on va faire sur l'investissement immobilier après avoir remboursé toutes les charges. Faut essayer, pareil, de faire des bonnes études de marché pour voir s'il y aura de la demande locative. Vous pouvez, par exemple, ce que je recommande avant de faire une offre, mettre une fausse annonce sur le Bon Coin pour voir qu'il y a bien de la demande, que ce soit des étudiants, aussi voir le type de profil qui sera intéressé sur le marché. Après, pareil, il faut savoir bien déléguer, avoir une bonne équipe pour pouvoir
passer le moins de temps possible et aussi utiliser les meilleures compétences de toutes les personnes pour, euh, pour bien réussir son investissement. Ensuite, pareil, à mon sens, c'est bien de ne pas forcément penser que à la rentabilité locative, mais aussi viser donc la plus-value. Donc, il faut bien faire déjà attention au prix à l'achat, mais également investir dans des zones où on a des conditions, où on pense, où dans 10-20 ans, ça ne va pas perdre en valeur, se dégrader, etc. Pour qu'il y ait une bonne appréciation dans le temps. Et voilà, donc tout ça, c'est notamment, selon moi, les éléments principaux qui permettent vraiment d'avoir un cash flow élevé pour se créer sa retraite, ou du moins des revenus complémentaires. Si votre objectif, c'est pas forcément d'avoir l'équivalent de votre salaire, mais au moins quelques revenus complémentaires. Alors après, bien évidemment, comme je l'ai dit un peu avant, selon moi, toutes les stratégies ne s'appliquent pas à toutes les personnes. C'est la base de la gestion de patrimoine global. C'est que suivant l'âge que vous avez, votre profession, si vous avez beaucoup d'argent disponible, votre salaire, votre situation bancaire, ça sera peut-être, et aussi votre souhait, votre durée, ça sera plus intéressant d'appliquer une certaine stratégie. Ensuite, pareil, à mon sens, il faut essayer d'être bien diversifié pour limiter les risques au maximum. C'est-à-dire pas forcément investir tout le temps dans la même typologie d'actifs ou de biens immobiliers. Vraiment répartir les risques. Par exemple, si vous investissez dans des biens en Airbnb, bah, peut-être que pendant une crise où ça dépendra du risque saisonnier, ça sera moins rentable qu'un autre bien. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous présenter notamment quelques stratégies possibles et exemples de ce que moi j'ai fait. Et après, on pourra échanger par rapport à ça si vous voulez. Notamment, la colocation, c'est quelque chose qui d'ailleurs devient de plus en plus développé, même d'un point de vue institutionnel, avec le co-living. En fait, ça permet d'avoir plusieurs locataires dans un seul bien. Donc là, c'était un exemple que j'ai fait en Île-de-France. C'était un appartement de 63 mètres carrés, un 3 pièces. Donc, ça n'avait pas forcément l'air d'être une bonne affaire, entre guillemets. C'est aussi un point que je veux souligner, c'est que beaucoup de gens attendent d'avoir la bonne affaire du siècle, entre guillemets, sauf que des fois, ça peut mettre 10 ans avant d'arriver la bonne affaire. Et dans ce cas-là, on perd pas mal de temps. C'est 10 ans où on n'a pas investi. Bah, si on avait investi, même dans une pas forcément ultra bonne affaire, on aurait amorti, on aurait gagné du cash flow, et c'est toujours ça de gagner. Le temps, c'est de l'argent. Donc là, comme je l'ai dit, c'était plus ou moins avant négociation au prix du marché, mais c'était un 3 pièces que j'ai transformé en 4 pièces. Donc du coup, le salon était très grand, et c'était un double salon, et j'ai fait une chambre dans le salon pour créer une troisième chambre. Et du coup, l'avantage de ça, après, donc, si je l'avais loué simplement à une famille en 2 pièces ou même en 3 pièces, le loyer aurait peut-être été que de 1000 ou 1200 euros. Mais le fait de le louer en colocation et en meublé, ça permet d'avoir un loyer beaucoup plus élevé, et aussi une sécurité beaucoup plus importante. Notamment, par exemple, c'est 3 locataires, j'ai 2 garants sur chaque locataire qui sont les parents. Donc ça fait 6 garants pour le même bien. Donc le risque d'impayé est quasi nul. Et même s'il y en a un qui ne paye pas, il y a toujours les 2 autres pour compenser. Et donc là, on voit qu'avec cette stratégie, ça permet d'avoir des cash flows quand même assez intéressants. Donc là, ça fait 750 euros par mois de cash flow. Après, l'inconvénient, c'est que il peut y avoir des conflits entre locataires, par exemple, s'ils ne se connaissent pas de base. Ou, voilà. Et ensuite, comme je l'ai dit, c'est toujours
une stratégie un peu plus atypique qu'investir directement dans du nu. Donc, on peut supposer que si dans quelques années, le gouvernement passe une loi pour interdire la colocation ou changer les règles, ça peut se compliquer d'un point de vue administratif. Donc, c'est pour ça que, à mon sens, même si c'est la colocation, c'est très intéressant, il ne faut pas forcément mettre tous ses œufs dans le même panier et faire que de la colocation si on a plusieurs biens immobiliers. Donc là, je vais vous montrer un autre type de stratégie. C'était pour le coup un bien un peu moins rentable parce que c'est situé dans Paris. Mais à mon sens, après, ça dépend du souhait de chacun, de la situation personnelle de chacun et de ce qu'on veut. Mais l'avantage d'investir dans Paris, c'est que d'un point de vue patrimonial, c'est beaucoup plus sûr que d'investir dans des petites villes un peu moins grandes ou plus éloignées. On voit aussi que sur les 10 ou 20 dernières années, les prix à Paris ont beaucoup plus évolué rapidement que les prix en province. Et on peut faire aussi la supposition qu'avec notamment le Brexit, le Grand Paris qui arrive, les Jeux Olympiques, etc., les prix à Paris vont encore évoluer peut-être de manière beaucoup plus importante qu'en province. Donc c'est pour ça que pour moi aussi c'était intéressant d'avoir un bien dans Paris, bien que le cash flow soit beaucoup moins intéressant, c'est dur d'avoir des bonnes rentabilités et que ça s'autofinance. Mais là, notamment, donc là, pareil, c'était un bien qui paraissait pas forcément une bonne affaire sur le marché, mais c'était un 2 pièces que j'ai divisé en 2 studios. Et du coup, tout de suite, 2 studios, on peut les louer un peu à des loyers un peu plus élevés qu'un 2 pièces. Donc, ça permet de créer de la valeur et aussi à la revente potentiellement de pouvoir revendre séparément. De plus, dans Paris, la demande locative est beaucoup plus importante. Les biens ont été loués très très rapidement. Il y en avait un, il n'avait même pas l'électricité qu'il était déjà loué parce que et c'est des profils intéressants. On a beaucoup plus de sélection pour choisir les locataires. Après, l'inconvénient de la colocation par rapport à la colocation, c'est que forcément les travaux sont un peu plus élevés parce que on a 2 salles de bain, on a 2 cuisines, on a tout en double, contrairement à la location où c'est mutualisé. Un autre exemple qu'on entend beaucoup parler en ce moment, qui est la location courte durée, notamment Airbnb. Je voulais pas forcément aller là-dessus à la base parce que ça évolue beaucoup les réglementations, etc. Mais c'est pour ça que justement j'ai voulu anticiper et seulement en fait me concentrer sur un local commercial. Donc c'est à usage commercial et non résidentiel dans Paris pour pouvoir, c'est considéré en fait comme un hébergement touristique. On peut extrapoler comme un hôtel par exemple. Et du coup, c'est autorisé par la mairie à Paris parce que c'est une activité commerciale. Et donc, le risque est beaucoup plus limité à mon sens. Notamment, maintenant, on voit qu'à Paris, c'est interdit de faire du Airbnb, sauf si c'est sa résidence principale et limité à 120 nuits par an. Alors que là, il n'y a pas de souci. L'avantage, c'est que c'est très rentable. Ça permet en plus, à mon sens, de développer d'autres compétences qui, moi, m'intéressent, qui sont similaires à l'hôtellerie, avec ce rapport avec le client. Après, l'inconvénient, c'est que ça demande un peu plus de gestion, forcément, mais on peut tout à fait déléguer et automatiser le plus possible. Par exemple, moi, quand je suis parti dans mon tour du monde, tout s'est très bien passé à distance et sans problème, et j'ai pas eu de soucis par rapport à ça. L'inconvénient aussi, c'est comme je l'avais dit un peu avant, c'est que c'est le risque saisonnier. Forcément, il y a des périodes où s'il y a moins de touristes, ou ça va moins, s'il y a des attentats, une crise, ça se loue beaucoup moins facilement. Donc, tout ça, ça se compense. Donc voilà en gros un peu pour 3 exemples de stratégies.
J'espère que j'ai été clair. Après, rapidement, donc, là, c'est juste pour vous expliquer que s'il y en a parmi vous qui veulent aller plus loin, j'ai réalisé une formation en fait sur ce que j'appelle Pro Elitimo, votre retraite grâce à l'immobilier, où j'explique vraiment tout en détail, beaucoup plus poussé de ce que je viens de dire actuellement, notamment comment trouver la bonne affaire entre guillemets, les différentes stratégies, colocation, location saisonnière, immeuble de rapport, etc. Les bonnes techniques pour négocier son bien, quoi regarder, quoi vérifier, comment financer son bien, l'importance du dossier auprès de la banque, je vous donne un modèle, etc. Et aussi, bien évidemment, les techniques de fiscalité pour vraiment optimiser et pas payer d'impôts sur les premières années payer le moins d'impôts possible. Donc là, c'est une offre exceptionnelle parce que vous avez regardé cette webconférence ou à une réduction de 50%. Voilà, c'est pour ceux qui veulent aller plus loin. Voilà, donc j'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas si vous avez des questions. Comme je l'ai dit, je veux vraiment que ce soit interactif. Et voilà, je vais essayer de répondre le plus possible à toutes vos questions. Brenda qui dit, c'est quoi le cash flow? Je suis peut-être passé un peu rapidement tout à l'heure, j'ai essayé de l'expliquer. Le cash flow, en fait, c'est vraiment en gros le bénéfice que le bien, l'investissement va rapporter, c'est-à-dire c'est tous les loyers déduits de toutes les charges que vous allez avoir. Donc l'assurance, les charges de copropriété, la taxe foncière, les travaux, les éventuels travaux que vous aurez à faire, etc. Et forcément aussi déduit de la mensualité du crédit immobilier. Et donc, c'est ça qui fait que vous gagnez de l'argent ou pas et que vous êtes rentable. Donc, on voit assez bien, notamment avec les exemples que j'ai expliqués, qu'il est tout à fait possible d'atteindre 5, 6, 700 euros de cash flow sur un bien. Et donc, si votre objectif, par exemple, c'est de gagner 2000 euros par mois, on voit qu'avec 4 biens achetés, c'est tout à fait accessible d'atteindre ces 2000 euros par mois, après avoir remboursé toutes les charges et le crédit immobilier et sans mettre d'apport. Alors, Hugo qui dit mieux vaut courte durée ou colocation. Comme je l'ai dit, ça dépend vraiment de la stratégie que tu veux avoir et de ce que tu recherches. Après, à mon sens, c'est bien d'essayer d'être équilibré. Et même si, par exemple, Airbnb, c'est très rentable, pas forcément faire que du Airbnb. Parce que du coup, s'il se passe le moindre souci, ça peut être compliqué. Donc, c'est bien d'équilibrer le plus possible entre toutes les possibilités d'investissement, à mon sens. Alors, en combien de temps est-ce que c'est possible de rembourser son salaire? Émilie qui demande là. Tout ça, ça va dépendre du temps que vous allez y mettre. Si vous avez une famille aussi, des enfants, etc., ça pourra prendre plus de temps. Moi, par exemple, j'avais commencé à investir en fin 2016 et je suis parti à mon tour du monde en 2019, donc j'ai mis un peu moins de 3 ans pour, pour remplacer l'équivalent de mon salaire. Après, il y en a qui vont beaucoup plus rapide, qui vont peut-être aller beaucoup plus rapidement s'ils ont beaucoup de temps et s'ils sont ultra motivés. Et d'autres peut-être un peu moins. Après, l'important c'est de commencer une première fois, de mettre le pas à l'étrier. Et, et voilà, mais en tout cas, en 5 ans, 6 ans, c'est tout à fait possible avec les bonnes techniques et les bonnes connaissances. Alors, Alex qui demande est-ce que investir dans les SCPI c'est bien?
Pareil, ça dépend. Les SCPI, l'avantage, c'est que bah, ça demande aucun. C'est la société de gestion qui va tout faire. Donc, vous n'aurez pas de locataire à gérer, de la recherche du bien, tout ça, etc. C'est tout délégué à la société de gestion. Après, l'inconvénient, c'est que c'est un peu moins rentable. Les performances des SCPI, elles sont on va dire, entre 4 et 6%. Alors que sur des investissements immobiliers en direct, ça va être facilement accessible avec les bonnes techniques et les bonnes méthodes d'atteindre plus que ça, entre 7 et 10, voire plus. Et en plus, l'inconvénient, c'est que les SCPI, ça sera des revenus fonciers. Et donc, du coup, vous payerez beaucoup plus d'impôts. Donc, la rentabilité après impôt sera encore moins intéressante, forcément. Et, et voilà. Et du coup, aussi pour les SCPI, c'est difficile et ça n'aurait pas d'intérêt non plus de faire financer à 110% parce que si vous financez à 110%, vous allez devoir faire un effort d'épargne chaque mois pour pouvoir rembourser le crédit à la banque et c'est pas très bon, c'est des mauvaises dettes entre guillemets. Voilà. Euh, Ma formation dure combien de temps? Erwan qui demande ça. La formation, elle se déroule sur plusieurs modules. Elle fait environ 10 heures de formation, entre 8 et 10 heures de vidéo. Voilà, vous pouvez y aller à votre rythme. Vous vous connectez chez vous avec vos identifiants et ce que je recommande, c'est par exemple de regarder une vidéo chaque jour. C'est des petites vidéos qui expliquent tout et vraiment d'essayer de bien assimiler et, et voilà. Et avec, je fournis tous les documents, les supports, etc. Pour bien travailler et assimiler euh, les techniques. Ok, bah j'espère que j'ai été clair. Je vous mets le lien aussi